Dans tout portefeuille intelligemment construit, il y a une petite zone pour les coups de maître. 10 à 20% du capital, une part où l'on accepte plus de mouvements pour viser un gain capable de changer tout le résultat. C'est le principe du portefeuille barbell de Nassim Nicolas Taleb, protéger l'essentiel et exposer une fraction du capital à des opportunités exceptionnelles. Mais le problème, c'est que beaucoup gaspillent cette poche sur des actifs à la mode sans analyse approfondie, choisis dans l'urgence ou l'émotion. Ils cherchent légitimement l'asymétrie, c'est-à-dire un moment où le potentiel de gain est largement supérieur à ce que vous pouvez perdre, mais sans méthode. Ce qui revient, si vous m'en permettez la métaphore, à pêcher du thon en jetant des cailloux à la mer. Pourtant, il existe un moment très précis dans la vie d'une entreprise où l'asymétrie n'est pas accidentelle, elle est structurelle. C'est un moment que la plupart des investisseurs ignorent, un moment que certains fonds professionnels attendent pendant des années, et ce moment, c'est son entrée en bourse, autrement appelé IPO pour Initial Public Offering en anglais. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, peut-être que non, mais ce que vous ne savez probablement pas, c'est que c'est le seul instant où le marché n'a pas encore formé son opinion, où il n'y a pas encore d'historique long, où il n'y a pas encore 300 analystes sur le coup, il n'y a pas encore de consensus. C'est donc juste une fenêtre, et quand cette fenêtre est bien lue, les résultats peuvent être spectaculaires. L'entreprise Odyssey Technologies, introduite en bourse il y a quelques temps maintenant, est l'une des rares IPO que je vous ai présentées publiquement. Avant de rentrer dans les détails d'Odyssey Technologies, votre entreprise, pourriez-vous rappeler à tous finalement ce qui pousse d'une manière générale une entreprise à s'introduire en bourse et comment ça se passe concrètement? Et son cours a de son côté connu une performance de plus de 100% en moins de 12 mois. Honnêtement, ce n'était pas un coup de chance. Ce résultat est la conséquence d'une lecture méthodique, du prospectus, de la valorisation et de la structuration de l'offre qui était celle d'Odyssey Technologies. Et cette approche de lecture méthodique est en soi la même que nous appliquons avec un bon screener en bourse pour repérer les entreprises solides avant que le marché ne les rende évidentes et donc inaccessibles. La différence, si je ne devais en souligner qu'une, c'est que sur les IPO, personne n'a construit d'infrastructure pour faire ce tri et ces méthodes sont donc pratiquées, mais à la main, par un petit groupe d'initiés. Donc, si ce monde des IPO semble se résumer à un vaste casino de l'extérieur, c'est en réalité l'un des seuls marchés où l'asymétrie et donc le potentiel de gain est maximal. Si toutefois, vous savez quoi regarder. Et dans les prochaines minutes, je vais vous montrer pourquoi ce marché, ignoré par 90% des particuliers, est peut-être le plus fascinant de tous. Mais soyons honnêtes, si je vous dis IPO, vous savez que ça existe, mais cela reste un mot un peu abstrait, un peu lointain, le genre de sujet dont on entend parler sans jamais vraiment creuser, et cette zone grise donne une impression naturelle. Si c'est flou, c'est que c'est risqué, et c'est normal. Parce que la majorité des investisseurs découvrent le monde des introductions en bourse par le biais d'une introduction en bourse lorsqu'elle se retrouve à être relayée partout dans les médias, voire même par l'État. Vous vous retrouvez alors dans une situation où vous voyez un titre « Telle entreprise est introduite en bourse » et vous achetez, sans savoir si l'argent levé sert à développer l'entreprise ou à permettre aux actionnaires historiques de vendre, si la valorisation est prudente ou déjà excessive, si les insiders, soit les initiés, sont bloqués ou libres de vendre dans 6 mois, si la demande réelle est forte ou artificiellement soutenue. En bref, vous naviguez sans carte. Alors oui, parfois ça monte au début, puis ça corrige brutalement. Et vous concluez que les IPO sont trop risqués. Mais à ce sujet, voici ce que la plupart des gens ignorent. Les IPO ne sont pas un marché de moyenne. C'est la définition de ce que l'on appelle en mathématiques un marché de dispersion extrême. C'est-à-dire que si la moyenne des IPO sous-performe le marché, ce qui est le cas, celle qui le surperforme génère des performances massives. Le problème n'est donc pas les IPO, le problème c'est l'absence totale d'outils pour les trier correctement et se concentrer sur les bonnes. Et je suis le premier aujourd'hui à être étonné de ça. On peut analyser n'importe quelle société cotée dans le monde en quelques secondes, comparer ses ratios, voir l'historique, backtester son cours sur 30 ans, mais pour une IPO, rien. Juste des données éparpillées dans un PDF de 400 pages, parfois difficile à trouver. Bref, aucune standardisation, aucun scoring, alors que de leur côté, les professionnels ont une grille. Ils savent lire la structure, ils savent identifier les signaux faibles et surtout, ils embauchent du monde pour le faire. Mais les particuliers, eux, concernant cette classe d'actifs, improvisent. Et ce décalage n'est pas une fatalité. C'est simplement le résultat, selon moi, d'un manque d'infrastructure et c'est précisément ce manque que j'ai décidé de combler. Pour tout vous dire, quand j'ai commencé à sérieusement m'intéresser au sujet des introductions en bourse, j'avais exactement la même croyance que la majorité des investisseurs. Les IPO, c'est imprévisible, les IPO sont une vaste loterie, mais quelque chose ne collait pas. Parce que si c'était véritablement une vaste loterie,
Pourquoi les professionnels y participeraient-ils systématiquement? Pourquoi les meilleurs fonds du monde y consacreraient-ils autant de ressources? Alors, j'ai fait ce que j'ai toujours fait. Je suis allé voir la donnée. Et je ne parle pas d'articles de presse, je ne parle pas de discussions sur des forums, je parle de travaux de recherche académiques sur la thématique. Et je suis rapidement tombé sur les travaux de Jay Ritter, professeur à l'Université de Floride, qui est la référence mondiale sur les IPO depuis plus de 40 ans. Ces bases de données sont publiques et ces chiffres sont 100% vérifiables si vous souhaitez réaliser vous-même ses propres recherches. Maintenant, voici donc certains d'entre eux. Sur la période de 1980 à 2020, le rendement moyen du premier jour des IPO américaines est d'environ 18%, en une seule journée. Comparez ça à une journée normale en bourse où l'évolution moyenne est entre 0,04% et 0,05%, l'écart est gigantesque. Et évidemment, la question qui en découle n'est pas comment gagner 18% en un jour. La vraie question, c'est pourquoi cet écart existe-t-il? Et en analysant plus de 6000 IPO entre 1980 et 2001, Ritter et Ivo Welch ont montré qu'environ 70% des introductions en bourse clôturaient au-dessus de leur prix d'offre. Et surtout que du coup, 106 milliards de dollars ont été laissés sur la table pendant cette période à des investisseurs avertis qui ont su en profiter. Entendons-nous bien, ça signifie que le prix fixé par les banques d'affaires responsables de ces opérations était dans 70% des cas inférieur à la valeur que le marché a immédiatement acceptée. Ce qui ne relève donc pas d'une erreur ponctuelle parce que c'est un mécanisme. Les banques d'affaires ont intérêt à sous-évaluer certaines introductions. Et ce pour 3 raisons. Pour sécuriser la réussite de l'opération, pour satisfaire leurs clients institutionnels et pour préserver leur réputation. Autrement dit, l'underpricing n'est pas un accident, c'est un mécanisme intégré au système. Et là, quelque chose devient clair. Le marché des IPO n'est pas un marché aléatoire parce qu'il est structuré, avec des incitations, des asymétries. Et la question n'est donc même plus est-ce que la symétrie existe puisqu'elle est documentée. La vraie question devient pourquoi est-ce que les particuliers n'ont aucun outil pour analyser et capitaliser correctement dessus? Pourquoi est-ce que de nos jours, on peut analyser en temps réel n'importe quelle action cotée depuis 10 ans, mais pas une entreprise au moment exact où elle entre en bourse? C'est cette incohérence qui m'a frappé. Et c'est là que j'ai compris que le problème n'était pas les IPO, le problème c'était bien l'absence d'infrastructures pour les lire et y accéder facilement. Et c'est précisément ce que j'ai décidé de construire. Sauf qu'avant d'aller plus loin, il faut que je réponde à la question que vous posez peut-être déjà. Est-ce que l'opportunité que représentent les IPO mérite vraiment qu'on construise quoi que ce soit? Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que les IPO ne sont pas un marché où la moyenne compte. C'est un marché où la sélection fait tout. Je vous explique. En 2021, le Nasdaq va publier une étude sur les IPO américaines introduites entre 2010 et 2020. Premier constat, 3 ans après leur introduction, environ 2/3 sous-performent le marché. Et si l'on s'arrête là, la conclusion semble évidente, les IPO sont un mauvais investissement. Mais l'étude ne s'arrête pas là. L'équipe responsable de la recherche a analysé la distribution complète des performances et là, tout change. Parce que le top 10% des IPO surperforment le marché de plus de 300% en 3 ans. Les 9e et 8e déciles de leur côté surperforment d'environ 75 et 25%. Ce n'est donc pas une courbe en cloche comme on a l'habitude en finance, c'est une dispersion extrêmement violente. Beaucoup de performances décevantes et un petit nombre de dossiers qui explosent la moyenne. C'est exactement ce que l'on appelle une asymétrie positive. Et dans un marché asymétrique, la moyenne ne veut plus rien dire. Si vous ne sélectionnez pas, vous subissez les 2/3 médiocres. Mais si vous savez trier, vous n'avez pas besoin d'avoir raison tout le temps parce qu'une minorité de dossiers peut déplacer tout votre résultat. Et c'est exactement ce que Warren Buffett sous-entend lorsqu'il nous dit que la diversification est une protection contre l'ignorance. Sur les IPO, si vous ne savez pas sélectionner, vous vous diluez dans la moyenne et la moyenne est médiocre. Maintenant, Warren Buffett avait également souligné qu'il ne s'exposait pas aux IPO en réponse à des sollicitations de ses actionnaires vis-à-vis de méga IPO surmédiatisées, sursouscrites, hyper marketées et déjà valorisées à plusieurs milliards. Dans ce cas, le coût de l'IPO est souvent très onéreux, l'underpricing reste plus rare et pour le coup, le particulier qui s'expose à ces dernières arrive en règle générale après tout le monde et le paye très cher. Ne pas s'y exposer est donc logique. Mais il existe un autre univers d'IPO, d'ailleurs inaccessible à Warren Buffett de par la taille de son portefeuille. Celui des IPO plus petites, moins couvertes, moins spectaculaires, parfois même complètement ignorées. Dans ces situations, la mécanique peut s'inverser. Moins de marketing, moins de concurrence, plus d'inefficience. Les données le confirment d'ailleurs. Une étude de Perry Capital sur plus de 700 IPO montre que les entreprises introduites avec les valorisations les plus basses sont les seules à générer un rendement positif durable. La moitié la plus chère affichant d'ailleurs un rendement médian négatif. Ce n'est donc ni le secteur, ni le buzz, ni la couverture médiatique qui a statistiquement de l'impact à long terme, c'est bien, une fois de plus, le prix d'entrée.
Et pour comprendre ce prix d'entrée, il faut lire le prospectus, comprendre la structure de l'offre, analyser la valorisation, vérifier si l'argent sert à la croissance ou à la sortie des actionnaires. Autrement dit, appliquer une méthode. Maintenant, relativisons, quand j'ai étudié Odyssée Technologies, avant de vous la présenter publiquement, je n'ai, selon moi, rien fait d'extraordinaire. J'ai appliqué cette méthode qui finalement revient à lire le prospectus, à étudier sa valorisation relative, analyser la destination des fonds et le résultat est sans appel. Plus de 100% de performance en 12 mois. Mais le vrai déclic pour moi sur ce dossier, ce n'est même pas la performance. Le vrai déclic, c'était de réaliser que cette approche de sélection n'existait nulle part sous forme structurée. Nous vivons dans un monde où l'on peut analyser n'importe quelle action cotée en quelques secondes partout dans le monde, comparer des dizaines de ratios financiers, backtester des cours sur des décennies, mais au moment exact où une entreprise s'introduit en bourse, rien. Pas de standard, pas de scoring, même pas de base de données mondiale structurée sur la thématique, pas d'outil de comparaison, un angle mort. Et en finance, un angle mort finit toujours par créer de l'asymétrie. La question devient donc évidente. Et si le monde des IPO n'était pas risqué, mais simplement mal équipé? Et une fois que vous voyez le problème sous cet angle, la suite devient évidente. Il faut construire ce qui n'existe pas. Et c'est exactement ce qu'est l'IPO Arena. L'IPO Arena n'est pas une plateforme de formation ou un simple logiciel. C'est une infrastructure technologique globale, celle qui manquait pour analyser toutes les IPO du monde en temps réel comme une vraie classe d'actifs. L'idée est simple, arrêtez de traiter chaque introduction en bourse comme un événement isolé et commencez à analyser 100% des IPO du monde avec la même rigueur, la même analyse et les mêmes standards que ce que nous pouvons avoir en bourse. Aujourd'hui, en soi, tout est là sous nos yeux, dans les prospectus, mais c'est illisible, fragmenté, incomparable. L'IPO Arena centralise, standardise et rend comparable ce qui ne l'était pas. Le screener Viz vous a donné un avantage concurrentiel sur les actions cotées en vous permettant de voir ce que le marché ne voyait pas encore. L'IPO Arena fait aujourd'hui la même chose tout au long du processus de cotation. Concrètement, la plateforme repose sur 5 briques. Premièrement, il y a le Global IPO Calendar Tracking Software, un calendrier mondial en temps réel qui regroupe toutes les IPO à venir, filtrables par taille, par secteur, par zone géographique, par marché. Et quand vous cliquez sur une IPO, vous ne tombez pas sur un PDF de 400 pages. Vous voyez une fiche claire, comparable, standardisée. Qui est l'entreprise et pourquoi elle s'introduit? À quoi sert l'argent levé, croissance réelle ou sortie des fondateurs? Ce que vaut l'entreprise au prix proposé? Qui détient quoi après l'opération de marché? Combien de temps les dirigeants sont bloqués avant de pouvoir vendre leurs actions, ce qui souvent impacte les cours? Quels sont les vrais risques, ceux qu'une entreprise doit légalement souligner et que l'on retrouve uniquement à la page 247 du prospectus que personne ne lit, et chacun de ces indicateurs accompagné de son explication. Nul besoin d'être un analyste pour lire une fiche de l'IPO Arena, c'est justement tout l'intérêt. Le prospectus d'une entreprise en cours de cotation devient enfin accessible et actionnable en un clic. La seconde brique, c'est l'Arena. Chaque IPO va vivre dans un flux dynamique pour que vous voyez instantanément celle qui attire vraiment l'attention des autres investisseurs présents sur la plateforme. Chaque membre peut alors, sur chaque IPO, publier son analyse, poser sa thèse et surtout partager sa conviction. Bullish ou bearish sur n'importe quel IPO. Chaque prise de position fictive est alors enregistrée, horodatée et confrontée au réel. Et avec le temps, une forme de hiérarchie naturelle se crée parce que l'IPO Leaderboard met en avant ce dont les analyses se vérifient. Vous ne suivez donc pas le bruit, vous suivez de la crédibilité construite dans les faits par les membres dont les résultats parleront d'eux-mêmes. La troisième brique, c'est l'IPO Boardroom, un espace de formation complet organisé en 2 bibliothèques. La première est bien évidemment une masterclass structurée pour apprendre à lire une IPO comme un professionnel, prospectus, structure d'une offre, signaux d'alerte, valorisation, allocation. À la fin de ces masterclass, réellement l'objectif, c'est de vous permettre d'analyser une IPO de A à Z et d'y investir si cela vous semble opportun. La seconde bibliothèque, de son côté, est composée d'échanges exclusifs avec des acteurs de marché que l'on n'entendra nulle part ailleurs sur Internet. Dirigeants d'entreprises cotées, banquiers d'affaires impliqués dans le processus de cotation, professionnels de la cotation, du contenu que vous ne trouverez nulle part ailleurs et qui nous donnera un avantage clé. Parce qu'au fond, la vraie valeur, elle n'est pas dans l'outil en soi, elle est dans le regard que vous poserez demain sur les IPO qui seront dignes de votre intérêt. Une seule erreur évitée, une seule opportunité mieux calibrée, et l'IPO Arena se sera financée d'elle-même. Probablement même, peut-être pour toujours. La quatrième brique est le Quarterly Arena Report. C'est un rendez-vous trimestriel, c'est un dossier, c'est tout ce que vous devez savoir sur le marché des IPO
sur le trimestre. Volume, valorisation, dynamique sectorielle, performance réelle, des introductions récentes, signaux, excès, inflexion, points macro et les meilleures analyses de la communauté bien évidemment. On y passe donc aussi au crible les IPO les plus suivis par les membres, les thèses, les débats, les paris, confrontés à la réalité du marché. Et lors de chaque édition, nous ferons également un zoom sur au moins une opération que l'on estime marquante, une IPO, un spin-off, une situation spéciale pour vous en extraire l'essentiel. Un seul objectif en soi, qui est toujours le même, vous donner une longueur d'avance. Enfin, la cinquième et dernière brique est une boîte à outils. Quand la plupart des particuliers qui abordent le monde des IPO sans méthode, l'Arena vous donne l'inverse. Une scorecard d'évaluation objective d'une IPO, une checklist des signaux d'alerte, un cadre d'allocation structuré, un suivi des insiders et des lock-up, des outils concrets pensés pour être appliqués et pas seulement consultés et oubliés. Parce qu'au fond, ce qui sépare un bon investisseur d'un investisseur chanceux, c'est un cadre clair appliqué dans la durée. Et ce cadre que l'on a construit pour vous deviendra demain votre avantage. Maintenant, quand je regarde finalement ces 5 briques de l'IPO Arena, la véritable innovation n'est pas dans une fonctionnalité isolée, quoique certaines nous ont demandé beaucoup de travail, mais elle est réellement dans l'infrastructure. Il nous a fallu concrètement plus d'1 an de recherche et développement pour construire la base, ce qui n'existait pas. Une base de données mondiale structurée à partir des milliers de prospectus publiés chaque année, capables de normaliser l'information et de la rendre exploitable. Et pour la première fois, les IPO cessent d'être un territoire opaque traité au cas par cas. Elles deviennent analysables, comparables, mesurables. Et quand une classe d'actifs devient mesurable, elle cesse d'être mystérieuse. 5 briques, un seul système, une seule ambition, permettre à un investisseur particulier d'analyser chaque IPO avec la rigueur d'un professionnel et de capitaliser sur l'asymétrie de ce segment de marché. C'est l'infrastructure qui manquait, qui me manquait, et elle existe désormais. Mais avant de vous montrer comment rejoindre concrètement l'IPO Arena, je veux qu'on parle de la seule chose qui compte vraiment en investissement. Je ne parle pas du rendement, je ne parle pas de la volatilité, je ne parle pas du timing, je parle de la forme du risque. Sur la plupart des marchés, on parle d'un jeu qui est quasi symétrique parce que pour espérer 30% de gains, on prend en règle générale un risque équivalent à la performance, et ce parce que un marché équilibré tend à une forme d'efficience qui nous amène du coup à prendre des risques proportionnels aux gains potentiels. Et dans un marché dit équilibré, vous devez d'avoir raison plus souvent que tort. C'est donc une bataille statistique permanente qui font partie des règles du jeu lorsque l'on évolue dans ce monde-là. Mais les IPO ne fonctionnent pas comme ça parce que sur les IPO, le jeu est structurellement déséquilibré. La pire des choses qui puisse arriver à une position sans effet de levier, c'est de perdre bien évidemment 100%, c'est un plancher, ça ne descend pas plus bas. Mais qu'en est-il de la meilleure des issues possibles, de la meilleure chose qui puisse arriver? En soi, il n'y a pas de plafond. 200%, 500%, 1000%, parfois plus. Et quand le plancher est fixe et que le plafond est ouvert, vous changez complètement de dynamique. Vous n'avez plus besoin d'avoir raison tout le temps, vous avez besoin d'avoir raison sur quelques positions clés. Et c'est ça l'asymétrie positive que l'on peut parfois retrouver en bourse. Et pour que cela ne soit pas juste une idée séduisante, regardons 2 scénarios très simples. Imaginons un premier portefeuille, nommé portefeuille A, où vous investissez sans filtre. Vous placez 1000 € dans 10 IPO, ce qui fait un total de 10 000 €. Et les données du Nasdaq sont claires, environ 2/3 sous-performent à 3 ans. Respectons la statistique. On prend donc 6 positions qui perdent environ 30% et vos 6 000 € deviendront donc 4 200 €. Maintenant, si 3 positions performent honorablement de 25, 50 et 75%, vous récupérez 4 500 €. Et il suffit d'une seule position, une seule, qui rentre finalement dans le top décile et performe de 300% pour que vos 1000 € deviennent 4000 € et que l'on arrive sur un total de 12 700 €, soit 27% de performance, alors que vous avez eu tort 6 fois sur 10. Je sais, c'est contre-intuitif, mais c'est exactement comme ça que fonctionne un marché asymétrique. Une seule position peut compenser une majorité d'erreurs. Maintenant, si on imagine un portefeuille B où là, on sélectionne même capital, même nombre de positions, même marché, mais cette fois, un petit effort, on élimine les IPO les plus fragiles, surévaluation évidente, initié, vendeur massif, structure d'offres défavorables. Vous ne cherchez pas la perfection, vous décalez simplement la distribution et vous vous retrouvez avec 4 positions à 25%, ce qui fait 5 000 €, 3 positions à 75%, ce qui fait 5 250 €, 2 positions à 100%, ce qui fait 4 000 € et une position à 300%, ce qui fait 4 000 € également, ce qui nous amène à un total de 18 225 €, soit 82,5% de performance. Même marché, même période. La seule variable qui a changé, c'est que vous avez choisi de ne pas acheter la moyenne, vous avez pris du recul, quand dans le scénario A, vous avez eu tort la plupart du temps, et vous gagnez quand même dans le scénario B, vous réduisez simplement les erreurs évidentes grâce à l'IPO Arena,
par exemple, même si de toute façon il n'existe pas d'alternative, et votre performance change d'échelle. Et c'est ça véritablement l'asymétrie. La qualité de vos gagnants pèse infiniment plus que la qualité de vos perdants parce que la perte est limitée alors que votre gain ne l'est pas. Maintenant, permettez-moi de vous rappeler ceci, une action suivie par 30 analystes est une action dont l'histoire est déjà intégrée dans le prix. Il n'y a plus de surprise structurelle parce que l'asymétrie, elle, ne naît que dans les zones où le marché n'a pas encore formé de consensus. Les small cap ou petites capitalisations boursières étant peu suivies en conservent une partie, mais l'IPO est le point d'origine. C'est le seul moment où le consensus n'existe pas encore, où l'information est abondante mais mal digérée, où la majorité des investisseurs hésitent ou passent leur tour, et c'est précisément cette fenêtre que les grands fonds exploitent depuis des décennies. Une bonne partie du monde professionnel du private equity ne fait en soi qu'une chose, identifier la valeur avant que le marché ne la reconnaisse. Et l'IPO, c'est le moment exact où cette reconnaissance commence. Et leur avantage n'a en soi jamais été l'intelligence, cela a toujours été l'infrastructure. Et c'est exactement ce que l'IPO Arena met aujourd'hui entre vos mains. Voilà donc ce que je vous propose. L'accès complet à l'IPO Arena, les 2 bibliothèques de formation complète sur la thématique, le logiciel mondial de tracking des IPO, l'IPO Arena communautaire accompagné de son leaderboard, le rapport trimestriel, la scorecard, la checklist, le cadre d'allocation, en bref, tout. Pas de version cachée, pas d'upgrade dissimulé, pas de palier premium, l'infrastructure complète. Je ne vais pas vous annoncer le prix ici, vous le trouverez en cliquant juste en dessous, mais avant d'y jeter un œil, je veux que vous ayez le bon cadre de réflexion. Posez-vous ces 2 questions simples. Premièrement, combien coûte une mauvaise IPO? Pas en théorie, mais en réalité. Celle que vous achèteriez peut-être un jour sans analyser la structure de l'offre, sans regarder si les initiés vendaient, sans comprendre la valorisation, moins 40% en 3 mois, sur 1000 € investis, c'est 400 € évaporés, pas parce que le marché était mauvais, mais parce que le dossier n'aurait jamais dû être dans votre portefeuille. Maintenant, voici la seconde question à se poser selon moi, et qui est d'ailleurs la plus importante. Combien vous coûte une IPO que vous avez ratée? Celle que vous avez vue passer, mais que vous n'avez pas su saisir, celle qui a fait 100% en 12 mois ou 300% en 18, certes. Le coût n'apparaît sur aucun relevé de compte, mais il est réel. La pertinence de l'IPO Arena ne se mesure pas dans ce qu'elle vous coûte, elle se mesure à ce qu'elle vous évite de perdre de par ce qu'elle vous apprend, mais aussi et surtout à ce qu'elle vous permet de capter de par les opportunités cachées qu'elle vous permet de détecter. Une seule IPO correctement sélectionnée, même pas dans le top 10, mais simplement dans le 7e ou 8e décile, peut couvrir largement votre accès, et si vous captez un top décile, votre gain transformera rapidement l'IPO Arena en l'investissement le plus rentable de votre vie. C'est en soi l'asymétrie appliquée à votre propre processus de décision. Le coût d'entrée est capé et le potentiel, lui, ne l'est pas. Et il y a un dernier point important, l'IPO Arena récompense l'intelligence collective. Chaque série de 10 prédictions validées vous offre des mois, voire des années d'accès. Plus vous contribuez, plus la plateforme vous récompense parce que vous y apportez de la valeur. Maintenant, un dernier point, l'IPO Arena est aujourd'hui proposé à un tarif qui reste spécifique au lancement. Ce prix correspond à la phase actuelle du projet. Il a vocation à augmenter rapidement à mesure que la plateforme s'enrichit, que les données s'accumulent et que les premiers résultats deviennent publics. Il n'y a pas de faux compte à rebours, pas de pression artificielle, simplement de réalité, celle que le tarif actuel est celui des premiers membres et celle que, bien évidemment, pendant que vous regardez cette vidéo, un prochain cycle d'IPO est déjà en préparation avec certaines entreprises qui entreront en bourse dans les semaines qui viennent et vous pouvez soit être équipé pour les analyser avec toute cette méthode ou les découvrir plus tard quand le marché aura déjà formé son consensus. Vous savez en tout cas désormais que ce marché existe. Vous savez qu'il est structurellement asymétrique. Vous savez qu'un arsenal complet permet de le lire avec rigueur. Une seule question reste en suspens. Que faites-vous de cette information ?